Bonjour à tous, aujourd'hui on se penche sur un article au titre assez percutant, Bombardement au Liban entre résistance et tragédie. On va décortiquer ensemble la perspective très spécifique que cet article propose sur un conflit complexe et aux conséquences humaines absolument dévastatrices. Alors, la question qui est vraiment au centre de cette analyse, elle est à la fois simple et, on va le voir, fondamentale. Mais pourquoi ce conflit au Liban s'éternise? Pour essayer d'y voir plus clair, la source nous emmène à travers les méandres de l'histoire, de la politique et bien sûr du drame humain. Voilà le programme. On va d'abord remonter le temps sur plusieurs décennies de conflits. Ensuite, on se penchera sur le coût humain, c'est crucial. Puis, on regardera la réponse internationale, les propositions pour la paix, et on terminera avec l'analyse finale de l'auteur, et vous verrez, elle est assez tranchée. Allez, on commence par le début. L'article insiste vraiment sur un point. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, il faut regarder en arrière. C'est ce socle historique qui, d'après l'auteur, va tout éclairer. Cette chronologie, qui vient directement de l'article, pose vraiment les bases. L'auteur choisit de commencer son récit en 1948 avec la création d'Israël, un événement qu'il qualifie d'emblée d'injustice. À partir de là, tout s'enchaîne, les guerres régionales qui vont redessiner la carte géopolitique, puis la guerre civile libanaise, et enfin, le vrai tournant selon lui, l'invasion israélienne de 1982. Et c'est justement dans ce contexte, en pleine réaction à l'invasion de 82, que le Hezbollah voit le jour. La source nous le présente comme un acteur qui va devenir absolument central dans la lutte contre ce que le texte appelle l'occupation israélienne. Là, l'article met le doigt sur un lien de cause à effet qu'il juge essentiel. Il explique que la guerre civile, même si elle a démarré à cause d'un incident local, a en fait mis le feu à tout le pays. Et cette instabilité intérieure, toujours selon l'auteur, aurait carrément ouvert la porte à une intervention directe d'Israël et au bombardement à répétition. Bon, après avoir posé le contexte historique, l'article change de focus et nous plonge dans les conséquences les plus terribles. On va voir comment il analyse le coût humain de cette guerre, une tragédie que l'auteur nous décrit en quelque sorte en 3 actes. Le point de mire ici, c'est vraiment l'impact catastrophique sur les populations civiles. L'article ne se contente pas de chiffres, de parler de milliers de victimes, non. Il décrit aussi la destruction des infrastructures essentielles, on parle d'écoles, d'hôpitaux, et surtout, il met l'accent sur les blessures qu'on ne voit pas, le traumatisme, l'anxiété, le stress post-traumatique, qui sont décrits comme une ombre qui plane en permanence, et tout particulièrement sur les enfants. Et pour qu'on comprenne bien cette dimension psychologique, l'auteur utilise des mots très forts. Il écrit « Des récits de perte, de peur et de désespoir se recoupent fréquemment dans les échanges, illustrant de manière poignante l'impact dévastateur des conflits armés sur l'existence humaine. » On voit bien avec cette citation que la souffrance va bien au-delà des statistiques. Passons maintenant à la réaction internationale. L'article, pour le dire simplement, la dépeint comme étant complètement divisée, compliquée et au final totalement dans l'impasse. Ce tableau, qui est une synthèse de l'article, résume bien le jeu des acteurs internationaux. D'un côté, on a les États-Unis avec leur soutien, qualifié d'indéfectible à Israël. Au milieu, il y a l'Union européenne, avec une position que l'auteur trouve équilibrée en surface, mais qu'il finit par qualifier d'hypocrisie européenne. Et enfin, les pays de la région qui affichent leur solidarité, mais une solidarité jugée trop faible pour vraiment faire bouger les lignes. Et l'ONU dans tout ça? Eh bien, d'après l'article, son efficacité est complètement paralysée par 2 choses. D'abord, les blocages politiques entre les grandes puissances, et ensuite le fait qu'Israël ignorerait systématiquement les résolutions. Alors, face à ce constat d'échec, quelles pourraient être les solutions? L'article se penche sur des propositions de paix, mais attention, il les présente comme 2 voies qui sont très différentes et même qui s'opposent. D'un côté, on a l'approche qu'on pourrait qualifier de diplomatique, classique, des dialogues, la reconstruction. Mais de l'autre, l'article avance ce qu'il appelle une condition primordiale. Et cette condition, c'est de forcer Israël à se retirer complètement du Liban par la pression à la fois militaire et politique. On a donc 2 logiques qui s'affrontent, presque incompatibles, que la source met sur la table. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire. C'est la partie la plus personnelle de l'article, là où l'auteur expose sa thèse finale. Il faut bien avoir en tête que ce qui suit, ce sont ses affirmations, son analyse. Et voilà une première affirmation choc qui est vraiment au centre de sa thèse. L'auteur soutient que la méthode sioniste, je cite, serait de diviser les communautés en les mettant en conflit, ce qui entraîne une instabilité interne. C'est ce mécanisme-là qui, selon lui, rendrait le Liban aussi vulnérable. Et il continue sur sa lancée, avec une question qui est plus une accusation qu'autre chose. Il écrit, et je cite encore, «
La complicité des Occidentaux est donc évidente. Qui a d'ailleurs créé ce pseudo-État démoniaque après la Seconde Guerre mondiale? Là, c'est une remise en cause frontale de la responsabilité de l'Occident dans la création même de l'État d'Israël. Pour finir son analyse, l'auteur dessine un tableau d'une grande reconfiguration géopolitique. D'un côté, il annonce ce qu'il appelle un déclin manifeste des États-Unis, et de l'autre, il voit l'Iran s'imposer comme la nouvelle grande puissance de la région, une puissance capable, dans sa vision des choses, de tenir tête aux Américains. Et l'article se ferme sur cette phrase qui est assez philosophique et plutôt sombre. Apparemment, l'homme, en plus de posséder une mémoire limitée, est également devenu sourd, muet et aveugle. Une dernière pensée qui nous laisse un peu songeurs et qui résume parfaitement le ton critique et sans compromis de cette source. Voilà pour cette analyse, merci de l'avoir suivie.